à toutes et à tous et bienvenue dans Mots de Psy format hors-série. Dans ces hors-séries, je laisse le micro à Ralph qui interroge des spécialistes du monde du travail, comme des coachs en entreprise, des experts en ressources humaines et des professionnels de la communication. C'est le moment de décoder le monde du travail ensemble. Alors préparez-vous à plonger au cœur des astuces et des conseils pratiques pour poser un autre regard sur le monde du travail et faire évoluer votre pratique professionnelle. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode hors série de Mots de Psy. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'une des ressources les plus précieuses, le temps. Souvent mal compris, mal géré, le temps semble échapper à notre contrôle. Comment percevons-nous vraiment le temps et pourquoi est-il difficile à maîtriser ? Pour explorer ces questions, j'accueille aujourd'hui un expert et consultant en gestion du temps et organisation pour les dirigeants submergés, Jean-Baptiste Baron. Bonjour Jean-Baptiste et bienvenue dans Mots de Psy. Bonjour Ralph, merci beaucoup de ton invitation. Je suis ravi d'être avec les auditeurs aujourd'hui. Écoute, on va passer une bonne vingtaine de minutes ensemble. Avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux te présenter très brièvement à nos auditeurs, qui tu es et surtout à quel moment on fait appel à tes services ? Ok, je peux pas faire plus bref que la présentation que tu as faite. C'est que je suis effectivement consultant auprès des dirigeants qui sont submergés pour leur apporter des clés tout à fait personnalisées pour qu'ils puissent reprendre le contrôle de leur temps. J'ai une approche consultante dans le sens où je vais faire un audit de leur organisation à titre personnel pour savoir quelles sont les conséquences que ça va avoir dans leur vie professionnelle et dans leur vie personnelle par ailleurs. Et donc, ils peuvent me solliciter évidemment à tout moment, c'est-à-dire est-ce que ce que je suis en train de mettre en place dans ma vie me permet d'atteindre mes objectifs sur le long terme. Je suis en train de réaliser que je suis en train de prendre une grosse vague dans la figure, qu'est-ce que je peux faire pour éviter d'être trop mouillé ? Ou a posteriori, j'ai pris une énorme vague dans la figure, je suis rincé, qu'est-ce que je peux mettre en place pour éviter de reprendre une grosse vague comme ça la prochaine fois qu'elle arrive ? D'accord. Ok, très bien, c'est très clair. Donc, pour démarrer, là maintenant que les présentations sont faites, pour démarrer ma première question à toi, Jean-Baptiste, c'est lorsque nous sommes submergés, ou en tout cas on a la sensation d'être submergés finalement, qu'est-ce qui fait principalement défaut ? Est-ce que c'est notre organisation, ne pas savoir déléguer ? Par quoi devons-nous commencer avant tout pour comprendre ce qui nous arrive ? Parce qu'on le sait, les options sont quasiment illimitées pour s'occuper et être débordés. On a tous de quoi s'occuper beaucoup, on oublie même l'intérêt de l'ennui dans nos journées bien remplies, mais c'est pas le sujet de ta question. En fait, pour moi, le point central de ce qui doit nous occuper, c'est la conscience de nos besoins. Si on n'est pas conscient de nos besoins, on va prendre des décisions qui vont être plus ou moins irrationnelles et on va devoir payer avec du temps les conséquences de ces décisions plus ou moins irrationnelles. Alors évidemment, dans le travail, on va jamais partir du principe que c'est irrationnel, mais ça l'est quand on regarde ces décisions du point de vue de nos besoins. Ouais. Et si ces besoins sont inconscients, forcément ces décisions sont irrationnelles. Même si on a la sensation d'être productif ou d'être un tant soit peu efficace, on va être très occupé, mais le résultat de cette occupation ne va pas nous satisfaire parce qu'on se sera éloigné de nos besoins au départ. D'accord. Là, quand tu parles des besoins, on est d'accord, on ne parle pas forcément du pourquoi et encore moins du comment je vais y arriver. Là, c'est une étape, on va dire, avant le pourquoi. Oui. Pour te donner un exemple, dans une entreprise, on va dire classique, une PME avec le dirigeant qui a malheureusement plusieurs casquettes, son besoin va par exemple être celui de garantir la pérennité de son entreprise. Ok. Donc ça vient largement avant le pourquoi cette entreprise existe. Pour servir les clients, pour développer une vision, etc., etc. Mais la pérennité de l'entreprise, elle est avant dans l'expression de la décision et l'expression du besoin. Et c'est pourtant de ce point de vue-là qu'il va prendre certaines décisions. Et quelqu'un qui va être, je prends un exemple d'un client que j'ai en tête, qui va être tout à fait sensible à la pérennité de son entreprise, va donner des consignes à des collaborateurs. Et quand il va s'apercevoir au bout de quelques minutes ou d'une demi-heure que la consigne n'est pas suivie, plutôt que de rappeler ses collaborateurs parce qu'ils sont partis sur un chantier, parce qu'ils ne sont pas disponibles à ce moment-là, plutôt que de les rappeler et de leur faire la consigne qu'il a demandée, il va prendre sur lui de réaliser la tâche qu'il avait demandée à ses collaborateurs parce que c'est dans sa conception de ce que c'est qu'une entreprise pérenne, comme ça que ça doit être fait.
Et comme il va aller résoudre tous les petits problèmes qu'il voit autour de son entreprise, plutôt que de les déléguer, comme tu le disais tout à l'heure, et c'est pas une des solutions qui existent, mais plutôt que de les déléguer ou de rappeler sa consigne, il va le faire lui, donc il va perdre énormément de temps dans de l'opérationnel plutôt que de rester dans une posture stratégique. Et donc, c'est normal qu'il se sente submergé à la fin de la journée et qu'à la fin de la journée, il n'ait pas eu la sensation d'avoir vraiment avancé sur ses priorités parce qu'il s'est contenté de répondre de manière très inadaptée à son besoin duquel il n'avait pas nécessairement conscience. Ouais, donc si je suis bien ton raisonnement, en gros, bien définir ses besoins, ça va permettre de prendre les bonnes décisions et grosso modo utiliser les bons moyens pour au final pas revenir sur ce qui a été décidé initialement de faire et perdre du temps, quoi. Quitte à se rendre compte que les moyens qu'on utilise ne sont pas bons et les changer. Alors, tu sais, c'est cette grande phrase qu'on aime bien attribuer à Einstein, qui n'est pas du tout de Einstein, mais on aime bien lui attribuer quand même, qui est de dire faire encore et toujours la même chose en attendant un résultat différent, c'est ce qui se rapproche le plus de la folie. Ouais. Bon, en réalité, c'est d'une autrice américaine qui s'appelle Rita Mae Brown, et c'est tout à fait ça. C'est je répète des consignes à mes collaborateurs, ils n'écoutent pas, ben, je vais faire à leur place, et je répète indéfiniment ce procédé en espérant qu'à un moment donné, les collaborateurs se disent « Ah, mais il est en train de faire ce qu'il avait dit ». Non, mais les collaborateurs, ils sont dans leur univers. Et tant qu'on ne les tient pas par la culotte pour qu'ils aillent faire ce qu'on leur demande, ils ne le feront pas. Surtout s'ils ont pris l'habitude depuis plusieurs années de s'entendre donner une consigne et de se voir faire la consigne par le patron. J'aime beaucoup le fait que tu insistes sur la notion de besoin parce que je trouve aussi de mon côté qu'elle est fondamentale, omniprésente au niveau de notre dimension déjà relationnelle en tant qu'être humain, que ce soit dans notre relation aux autres, au temps. Savoir identifier ses besoins, les formuler, oser les exprimer, c'est essentiel. Ce n'est pas étonnant que ce manque de clarté engendre souvent des problèmes d'incompréhension, de frustration, voire même du stress. Le stress est facteur de décisions qui vont t'amener une satisfaction à court terme, mais dont tu vas payer les conséquences à long terme. Et dans le prix des conséquences à long terme, moi je me préoccupe principalement des questions de temps, évidemment. Et en théorie, on peut tomber dans des situations de stress qui nous amènent à prendre des décisions de cet ordre-là plusieurs centaines de fois par jour. J'imagine ce que ça peut avoir comme conséquence à très long terme. Ouais, tout à fait. Donc là, par rapport à ce que tu viens de dire, si j'ai bien compris, ce n'est pas en attaquant le problème de la gestion du temps avec une matrice ou toute autre technique de gestion du temps qu'on va résoudre le problème. Moi, je suis assez frileux quand on me parle de la matrice d'Eisenhower, parce que je me dis, voilà, un dirigeant qui est submergé, et on va venir le voir avec une petite feuille de papier en lui disant, alors écoute mon lapin, tu vas faire la différence entre ce qui est urgent et ce qui est important. Je doute qu'il nous regarde avec bienveillance et avec intérêt. Maintenant, ok, la matrice, elle a un intérêt quand, justement, on a pu prendre ce recul sur quels sont nos besoins, quels sont les différentes options qui se présentent à nous, et là, effectivement, on peut les matricer de telle sorte à se dire, telle option ne répond pas nécessairement à tel besoin, donc je peux la mettre dans la case des pas urgents, pas importants. Telle autre option semble répondre intelligemment, efficacement et sur le long terme à mon besoin. Là, ok, elle peut être prioritaire et j'ai intérêt à y aller. Mais en réalité, on n'a même plus besoin de faire une matrice. Il suffit de réfléchir quelques instants à ces options-là, d'avoir une sorte d'honnêteté radicale vis-à-vis de ce que nous sommes, vis-à-vis de notre bagage, vis-à-vis de nos besoins, encore une fois, pour savoir quelle est la bonne option. On n'a pas besoin de l'écrire. Alors des fois, le fait de l'écrire nous permet de mieux visualiser, de mieux prendre cette décision. Il n'y a pas de problème. Il ne faut jamais trop interdire ou trop permettre. C'est ça que je veux dire par rapport à ces outils. Mais en soi, Eisenhower tout court, ça ne me semble pas être une solution suffisante. Ouais, parce que c'est ce qu'on voit régulièrement sur les réseaux sociaux. Faites ceci, faites cela, etc. Telle matrice, telle loi de gestion du temps, c'est important. Sans forcément évoquer la notion de besoin. Moi, ce qui me chagrine un peu dans ces matrices, alors je dis pas qu'elles sont inutiles, elles sont bien évidemment utiles, comme tu l'as souligné. Je trouve que c'est, lorsqu'on prend la matrice telle qu'elle est, c'est un peu à la personne de s'adapter à l'outil. Et c'est ça qui me pose problème, tu vois. Et puis... C'est tout le problème des formations et des accompagnements qui ne sont pas personnalisés. Elles ont le mérite d'exister parce que ça donne un matériel théorique, c'est très bien. Mais là où les gens vont être déçus, c'est quand ils comprennent que c'est à eux de s'adapter à ce matériel théorique plutôt que l'inverse. Quand on est déjà débordé, quand on a déjà la tête dans le guidon, et de devoir imaginer faire l'effort de s'adapter encore un peu plus à ce matériel théorique, c'est très vite décourageant. Et en plus, avec le stress, tu sais, généralement, tout devient urgent, quoi. C'est ok. Maintenant qu'on a parlé des besoins, de l'importance de détecter les besoins, comment on peut arriver justement à prendre de la hauteur, sortir la tête du guidon, ce que tu l'as évoqué tout à l'heure, pour comprendre ses besoins. Ce n'est pas toujours évident, d'autant plus que pour réfléchir à ça ou de décider de se faire accompagner, il faut prendre le temps.
Mais quand tu as devant toi quelqu'un qui te dit à longueur de journée, je n'ai pas le temps, je suis débordé, j'ai le temps de rien faire, venir lui demander de faire une pause pour réfléchir profondément, sans se soucier de ce qu'il attend, ce n'est pas évident. Comment tu vas t'y prendre, toi, Jean-Baptiste, pour casser cette dynamique, ou en tout cas cette perception dans laquelle tes clients sont, entre guillemets, piégés? C'est un peu comme le chien qui se mord là, que tu n'as pas le temps, et en même temps, tu as besoin de prendre du temps pour l'accompagnement. Donc, Exactement. comment tu vas amorcer tout ça? Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'une fois que les clients ont signé avec moi et qu'on est déjà engagé dans cette relation-là, les 3/4 du chemin sont faits. C'est-à-dire qu'eux-mêmes ont déjà compris qu'ils étaient encore en train de répéter toujours et encore la même chose en espérant un résultat différent, alors que non, le résultat différent n'arrive pas, et qu'ils ont donc accepté pour eux-mêmes de faire un pas de côté, de regarder ce qu'il y a sur le marché qui peut les aider. Alors, ils m'ont découvert ou ils ont découvert autre chose, mais comme tu dis, en effet, la pause, ou en tout cas ce temps de recul, est quasiment obligatoire si on veut justement tester quelque chose de différent. Si je devais en discuter avec quelqu'un qui n'ose pas le faire, c'est de lui dire, tout simplement, est-ce que tu veux continuer d'entretenir les mêmes résultats qui ne te satisfont pas et qui t'éloignent de tes objectifs et qui ne respectent pas tes besoins, ou est-ce que tu es en mesure au moins de tester pendant 1 heure, pendant 1 heure et demie, pendant 2 heures, peut-être même pas 2 heures, de voir ce que ça fait que de prendre de la hauteur, de réfléchir avec un deuxième cerveau à ce qui est en train de se passer dans ton organisation et à ce qui est en train de se passer dans ta vie, et de voir les résultats que ça apporte. Je donne un exemple d'une avocate que j'ai accompagnée récemment. C'est typiquement le modèle de l'avocat qu'on voit à être tout le temps dans ses dossiers, à rentrer à la maison à pas d'heure, à être extrêmement attentif aux besoins de ses clients, au point de s'oublier elle-même. C'est-à-dire, prendre soin de moi n'a aucun intérêt, je dois d'abord prendre soin de mon entreprise et d'abord prendre soin de mes clients. Il y a une vertu au travail, mais quand la vertu au travail va pousser au point de je dois m'oublier moi-même pour l'intrinsèque du travail, ça n'a plus aucun sens. Quand je lui ai fait comprendre que ça n'était pas dans son intérêt de s'oublier à ce point, il y a eu une espèce de grande respiration comme ça de sa part, et je comprends ce qui est en train de se passer, je comprends ce que j'ai joué pendant un certain temps. Est-ce qu'on va pouvoir mettre en place une autre organisation? Et donc c'est comme ça qu'on a commencé à construire quelque chose qui lui a servi et qui fait qu'aujourd'hui elle est dans une autre forme de respiration vis-à-vis de son travail et vis-à-vis de sa vie de manière générale. Mais l'impulsion ne peut venir que du client. C'est le client lui-même qui sait que ça ne va plus. On ne peut pas l'imposer. Alors j'ai envie de dire malheureusement, mais en même temps si, parce que les gens sont libres aussi. On peut leur donner tous les éléments qu'on veut, c'est à eux de rester libres, de savoir comment ils veulent utiliser ces ingrédients pour faire le plat qu'on leur propose de faire. Et s'ils veulent pas faire de cuisine, c'est pas grave. Ouais. Ça me fait penser aussi un peu à une citation, une phrase que j'avais lue une fois. C'est on perd des années car on n'a pas été capable de perdre quelques heures justement pour faire ses recherches, pour réfléchir et se faire accompagner. Donc ça rejoint tout à fait ce que tu es en train de dire. C'est ça. Et il y a beaucoup de gens qui ont aussi cet état d'esprit malheureusement de dire voilà, j'approche de 50 ans, 55 ans, 60 ans. C'est trop tard pour moi. Merci Jean-Baptiste, mais c'est pas maintenant que je vais changer. Et il y a un certain fatalisme qui est un crève-cœur, il faut pas le cacher. Mais d'un autre côté, on comprend que les gens ont ce regret et donc s'enferment dans un schéma qu'ils savent mauvais, mais duquel ils n'imaginent pas pouvoir sortir. Ouais, c'est vrai. Dommage. C'est vrai. C'est pour ça qu'à nouveau, la conscience du besoin va permettre aussi à savoir si la décision qu'on va prendre, si elle aura une incidence positive ou négative à court, exactement. En tout cas à moyen ou long terme, quoi. Exactement. Ok, bon, alors maintenant que les besoins sont identifiés, quels sont pour toi les principaux obstacles que les gens rencontrent lorsqu'ils tentent d'aligner leur emploi du temps sur leurs besoins fondamentaux? Alors je parle de besoins fondamentaux parce que depuis tout à l'heure, on parle des besoins. On est d'accord que derrière les besoins, il y a plusieurs types de besoins aussi. Il y a les besoins, on va dire, courants et des besoins fondamentaux. Pour toi, c'est quoi les principaux obstacles que tes clients rencontrent lorsqu'ils veulent effectivement passer à l'action ou aligner, comme je l'ai dit, leur emploi du temps sur leurs besoins fondamentaux? Alors, je vais revenir sur ce que je disais un peu plus tôt, à savoir que l'identification du besoin permet de prendre les meilleures décisions possibles pour atteindre les résultats qu'on veut pour notre vie, que ce soit notre vie professionnelle ou notre vie personnelle. Oui. Mais la décision ne se fait pas nécessairement toute seule. Petit aparté, on prendrait en moyenne 20 000 décisions par jour, on est conscient que d'à peine une centaine. Donc c'est dire à quel point il y a des choses qui se font soit très naturellement, soit très inconsciemment. Et les difficultés dont tu parles, je vais pas forcément les désigner comme des difficultés, je vais plutôt les désigner comme des moteurs ou des freins, selon l'effet qu'elles vont avoir sur les décisions. Moi, j'en ai identifié 4. Il y a la peur, le perfectionnisme, le besoin de plaire et le besoin de contrôle.
Ok. Et donc, forcément, plus on est conscient de nos besoins, et plus on est conscient du rôle de ces moteurs dans nos décisions, plus on est conscient des résultats que ces décisions vont nous permettre d'obtenir. Je reprends l'exemple de mon dirigeant tout à l'heure qui se donnait comme mission de faire à la place de ses collaborateurs quand la consigne n'était pas suivie. Bon, moi j'ai très vite détecté que ce dirigeant-là avait une certaine peur du conflit et avait un certain perfectionnisme. Il faut que tout soit bien ordonné dans l'objectif de la pérennité de mon entreprise et en même temps, le conflit étant la possibilité d'une rupture dans l'entreprise, j'en ai peur et je veux m'en éloigner le plus vite possible ou faire en sorte qu'il n'ait le moins lieu possible. C'est logique. Mais c'est tellement logique que ça a une incidence sur la qualité de la décision qu'on va avoir. C'est-à-dire que par conflit, je ne vais pas aller chercher mes collaborateurs qui n'ont pas respecté mes consignes pour leur rappeler simplement la consigne, pour savoir s'ils ont compris ce que je leur ai demandé, pour savoir s'ils ont les outils ou le matériel nécessaire pour faire ce que je leur ai demandé, parce que c'est peut-être pas le cas. Mais comme ma peur du conflit a pris une incidence ou un aval trop profond sur cette analyse, je suis tout de suite parti du principe que si j'allais leur poser la question, ça allait partir en pugilat. Peut-être, mais peut-être pas. Et donc, c'est de prendre conscience de ce que ce sont ces moteurs-là sur notre décision pour se dire, est-ce que je veux réellement donner la décision à ce moteur-là ou est-ce que je veux chercher un autre résultat et passer outre ce moteur ? On ne va jamais les faire disparaître, ces moteurs-là. On ne va pas faire disparaître le perfectionnisme de quelqu'un par magie ou par coaching ou par thérapie. C'est tellement cristallisé en nous que des fois, mais il faut savoir traiter avec ou en prendre conscience. C'est comprendre ce que ça va influencer dans nos décisions et donc se dire, ok, est-ce que j'ai vraiment intérêt, compte tenu de la conscience que j'ai de mon besoin, à suivre ce même chemin que j'ai l'habitude de prendre ou est-ce que je peux tester autre chose ? Quitte à le faire de manière un peu plus progressive, un peu plus lente. Ok, je paye un temps à l'instant présent, mais le résultat à long terme sera peut-être beaucoup plus intéressant que celui que j'ai l'habitude de payer en temps perdu dans mes décisions habituelles. Elle est là la difficulté, c'est de prendre conscience de ces moteurs-là et de se permettre de prendre des décisions différentes de celles qu'on a prises depuis toujours pour obtenir des résultats différents. C'est vraiment à contre-pied de l'expression dont on parlait tout à l'heure. Ouais, c'est très clair. Écoute, merci pour tous ces détails et qui vont nous permettre en tout cas d'avoir une perception différente maintenant des décisions qu'on prend et de comprendre toujours chercher le besoin qui est derrière. C'est vraiment la chose fondamentale, c'est vraiment ça. Là, pour passer à la dernière question que j'ai à te poser de ce podcast, c'est un format court. On est quasiment maintenant sur la fin. La dernière question que je vais te poser, c'est peut-être qu'elle va résumer tout ce qui s'est dit depuis tout à l'heure. Et donc, même si on a constaté que le temps est loin d'être une notion arithmétique, mais quand même, le temps est souvent quantifié, mesuré de manière précise, tu vois, en secondes, en minutes, en heures. Ça permet de s'organiser, de planifier des activités de manière efficace. Et ma question, elle a surtout pour but de concilier la nécessité de mesurer le temps de façon arithmétique avec sa dimension subjective et qualitative, entre guillemets. Parce que le constat que j'ai fait m'amène à me demander pourquoi manquons-nous de temps tout le temps, alors que paradoxalement, tout est fait depuis des décennies pour en gagner. Je vais te donner des exemples très simples. Avant, on se déplaçait à cheval. Maintenant, on se déplace en voiture. Donc, on peut se déplacer 30 fois plus vite qu'à cheval. Qu'est-ce qu'on fait ? On y va 10 fois plus loin. Pareil pour les emails et les lettres manuscrites. On peut rédiger des mails peut-être 10 fois plus vite. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On envoie 10 fois plus d'emails. Pareil, la fibre, on télécharge plus vite. Qu'est-ce qu'on fait ? En fait, on télécharge 10 fois plus de séries. Donc, c'est cet effet rebond que j'ai envie d'évoquer avec toi. Alors, pour expliquer aux auditeurs, l'effet rebond, il se produit lorsqu'une amélioration de l'efficacité ou de la productivité conduit paradoxalement à une utilisation accrue de la ressource économisée. Ici, le temps. Donc, en gros, plus on économise du temps, plus on va l'utiliser. Donc, l'effet rebond, si je parle dans le milieu professionnel, est-ce qu'il ne révèle pas des aspects plus profonds de notre rapport au travail et à la productivité ? Je suis d'accord avec la lecture que tu as, et moi je l'utilise avec une expression toute simple qui est de dire que la nature a horreur du vide. C'est-à-dire que, tu vois, pour reprendre même un peu plus précisément ce que tu as donné comme exemple, dans les années 70, il se trouve qu'on travaillait moins dans une année qu'aujourd'hui. Et pourtant, dans les années 70, la productivité horaire était 3 fois moins élevée qu'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en une heure, dans les années 70, on pouvait produire, je dis n'importe quoi, l'équivalent de 10 € en une heure. Aujourd'hui, on en produit 30. Et aujourd'hui, on travaille plus longtemps et plus souvent que dans les années 70. Est-ce qu'on a l'impression d'être plus riche ou de profiter de davantage de ce que nous sommes en mesure de produire dans notre vie ? Je ne pense pas. C'est incroyable, n'est-ce pas ? Ouais, tout à fait.
Et pour moi, ça démontre cette idée que la nature a horreur du vide, parce que si, comme tu dis, j'ai parcouru, je dis n'importe quoi, la diagonale de mon département pour le déplacement auprès d'un client, si je le fais à cheval, effectivement, ce déplacement-là, je vais avoir besoin de au moins 3 jours pour le faire, alors que si je le fais en une demi-journée et qu'en plus j'ai eu mon rendez-vous avec mon client, je vais être très content, et donc je vais avoir, entre guillemets, gagné 2 jours et demi par rapport à la version cheval. Est-ce que je vais profiter de ces 2 jours et demi pour me dire, c'est cool, je vais me reposer, je vais aller faire du sport, je vais passer du temps avec mes enfants, je vais, entre guillemets, jouir des fruits du résultat que je suis allé chercher grâce à ma voiture plutôt que grâce à mon cheval? Certainement pas. Je vais vouloir bénéficier de ce temps-là pour démultiplier les actions commerciales et pour espérer gagner un peu plus d'argent. Mais le truc, c'est que vouloir gagner de l'argent, ça implique d'en dépenser aussi. Alors là, je peux ouvrir une très 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 grande parenthèse que je vais en fait essayer de faire aussi. Ouais, vas-y, si on peut creuser un petit peu le sujet. C'est ce qu'a développé David Graeber dans son livre Bullshit Jobs, qui explique en réalité que la grande majorité des emplois aujourd'hui ne servent qu'à justifier certains emplois créatrices de richesse par ailleurs. Et que si ces emplois créateurs de richesse par ailleurs étaient moins développés, ou moins présents, ne servant pas à grand-chose par ailleurs, mais il y aurait moins d'emplois qui ne servent qu'à justifier ces emplois-là. Je l'explique très mal, mais ce que je veux dire, c'est que plus on va économiser du temps, moins on va chercher à l'utiliser, encore une fois, pour répondre à nos besoins, mais pour répondre à des impératifs externes, comme Tout à fait. Être plus productif, être plus efficace, créer davantage de richesse, etc. Dans le cadre de l'occupation ou de la préoccupation d'un dirigeant d'entreprise, c'est logique, mais quand son modèle est suivi par tout un écosystème, peut-être que ça l'est moins. D'autant qu'on le voit de plus en plus aujourd'hui, on a beau créer davantage de richesses, on n'est pas nécessairement plus riche. On a beau travailler de plus en plus avec de plus en plus d'outils qui nous permettent de le faire efficacement, moins on utilise ce temps-là pour répondre réellement à nos besoins et avoir la vie qu'on voudrait. Tout à fait, ça me fait penser aussi à c'est ma réflexion à moi, après c'est mon point de vue, mais je trouve qu'aussi, contrairement aux pays nordiques ou aux États-Unis où j'ai eu l'occasion d'aller plusieurs fois, on a quelque chose un peu en France qu'on n'arrive pas à décorréler, je trouve, la performance et le temps de travail. Moi, je trouve que c'est un vrai sujet. On a l'impression qu'en fait, que ta performance, elle est mesurée en fonction du temps que tu passes au travail et tu n'es pas forcément jugé au résultat, à l'efficacité. Tu vois, j'ai un peu une différence entre productivité et efficacité, effectivement. Ouais, tu vois, c'est pour ça que ça m'amène aussi à me dire, en fait, il y a aussi quelque chose dans notre rapport au monde du travail qui fait que on a l'impression qu'en fait, non, mais si tu as le temps, c'est une journée de 8 heures, il faut rester 8 heures à faire ce que tu as à faire. Je pense aussi en même temps à ta newsletter, la dernière, sur laquelle tu parlais du taux horaire et justement de l'efficacité aussi. Ça me fait penser à tout ça en me disant, on a plutôt tendance à dire, je vais passer plus de temps au travail et je vais montrer que je suis quelqu'un de performant. Tu vois, c'est mon point de vue. Je trouve ça en tout cas très, très, très présent dans les entreprises. Pas toutes, mais en tout cas dans une bonne partie. C'est un modèle à faire évoluer. Ouais. Ok, écoute, on va passer maintenant à un petit exercice. C'est la partie un petit peu fun de ce podcast pour terminer. Là, je vais te donner donc plusieurs citations, des expressions en lien avec le temps. À toi de me dire si tu es entièrement ou partiellement d'accord ou pas, ou si tu souhaites apporter une précision ou une nuance différente. Est-ce que tu es prêt ? Je suis prêt. Alors, la première phrase, je pense que tu l'as déjà lu quelque part. Le temps perdu ne se rattrape jamais. Alors, c'est factuellement vrai, mais je ne crois pas à la notion de temps perdu. Est-ce que c'est un peu le corollaire de l'expression soit je gagne, soit j'apprends. Ouais. C'est le temps n'est jamais perdu si on apprend à faire mieux la fois d'après. Pas perdu puisqu'il a été contributeur d'un apprentissage. D'accord. Ok. Deuxième phrase. Le temps que nous passons à réfléchir est toujours du temps gagné. Oui, absolument. Si tant est que la réflexion amène à l'action. Si c'est la réflexion pour la réflexion, pour la réflexion, pour la réflexion, ça n'a aucun intérêt. Ouais, ça restera une intention et pas Exactement. Plus. Alors, ensuite, prendre son temps, c'est gagner du temps. Oui. Très bien. Le temps est ce que nous désirons le plus, mais que nous utilisons de la pire façon. C'est généralement très vrai. Sinon, tu serais pas là, Jean-Baptiste. Je veux dire. Bon, mais effectivement. Alors, ensuite, il n'y a jamais assez de temps pour faire tout ce qu'on en a à faire. Je suis pas d'accord. Alors, dis-nous pourquoi. C'est une discussion qui revient très souvent. Oui, mais bon, moi j'aimerais beaucoup avoir des journées de 36 heures et des semaines de 10 jours. Ouais, c'est super. Mais si tu dupliquais
exactement la manière dont tu utilises ton temps de 24 heures par jour et de 7 jours par semaine dans un contexte où tu en aurais 2 fois plus. Qui te dit que tu utiliserais ce rajout de temps de manière un peu plus intelligente, avec beaucoup de guillemets derrière intelligent, que les 24 premières heures et les 7 premiers jours? On les dit exactement de la même manière, n'étant pas conscient de nos besoins, n'étant pas conscient des meilleurs moyens pour obtenir les résultats qu'on veut, etc. etc. Donc il faut quand même se souvenir que 24 heures par jour et 7 jours par semaine, c'est quelque chose de très arbitraire et de très humain. Ça ne changerait pas grand-chose en réalité de modifier ces arbitraires-là. Alors, phrase suivante, il faut laisser du temps au temps. Oui. Ok. La clé n'est pas de prioriser ce qui est sur votre agenda, mais de planifier votre temps autour de vos priorités. Oui, c'est assez intéressant. C'est en fait la confrontation entre 2 modèles. C'est le modèle, on va dire, Jeff Bezos, qui est de dire j'ai des choses à faire dans ma vie, je vais les mettre dans mon agenda et puis je vais voir comment je peux ranger les créneaux de travail autour de ces sujets pour la vie que je veux avoir. Et puis il y a le modèle entrepreneurial bête et méchant qui est de dire j'ai tout ça à faire dans mon travail, dans ma semaine, et je vais voir si je peux glisser une demi-heure pour ma famille le samedi après-midi. Ça ouais, c'est très parlant cette phrase effectivement. Après c'est une question de choix toujours, mais choix et conscience des besoins comme on l'a évoqué tout à l'heure. Avant-dernière phrase, ne remettez pas à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Entièrement d'accord, partiellement, pas du tout. Pas toujours d'accord. Alors dis-nous. Une autre expression, c'est de dire ce qui est fait n'est plus à faire. Le truc, c'est que quand on est un peu trop conduit par cette logique, on a tendance à faire de manière un peu trop précipitée certaines choses qui demanderaient un peu plus de réflexion. Et des fois, les faire le lendemain à tête reposée avec d'autres idées, on les fait de manière un peu plus pertinente et efficace que quand on le fait immédiatement parce qu'on se dit ouais mais ce serait plus à faire. Ok, maintenant on va passer à la dernière. Là il va falloir faire un choix. Est-ce que le temps c'est de l'argent ou l'argent c'est le temps? Ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre. Alors, explique-nous un peu plus. Pourquoi t'es ni pour l'un ni pour l'autre? Le temps c'est de l'argent, pourquoi? Pourquoi tu n'es pas d'accord avec ça? Je m'inscris en faux, le temps n'est pas de l'argent parce que le temps est une quantité finie qu'on ne peut pas justement acheter. T'as 1 milliard de dollars, tu peux pas acheter une seconde de plus à 24 heures dans ta journée. Tout à fait. Tu peux acheter des commodités qui te permettent d'être un peu plus efficace ou d'avoir des gens qui font les choses à ta place. Mais tu vois, je donne un exemple un peu brutal, mais demain on te dit que ta grand-mère est morte, tu ne peux pas acheter du temps en plus pour le passer avec elle juste avant qu'elle ne décède. Et de la même manière, est-ce que l'argent c'est du temps? Moi je suis très nostalgique d'un temps que je n'ai pas connu, donc c'est complètement débile ce que je viens de dire, mais quand même, où la démarche politique des premiers socialistes était de dire que les gens ne devraient jamais être trop pauvres pour avoir à vendre leur temps et leur corps, et les gens ne devraient pas être trop riches pour pouvoir acheter le temps et le corps des autres. Alors, c'est philosophique presque, mais on ne devrait pas pouvoir acheter du temps, ni le vendre au bénéfice des autres. Et c'est pour ça que je m'inscris en faux dans ces formules-là. D'accord. Jean-Baptiste, merci beaucoup d'avoir joué le jeu. Et puis un grand merci à toi pour cet échange très riche. Nous arrivons à la fin de ce podcast. Pour tous ceux qui souhaitent suivre tes actualités, c'est principalement sur LinkedIn, c'est ça? C'est exclusivement sur LinkedIn. D'accord. Absolument. Jean-Baptiste Baron Baron. Ils peuvent aussi également s'abonner à ta newsletter qui a déjà plus de 5000 abonnés. Exactement. Tout est sur LinkedIn. Vous pouvez m'y poser toutes les questions que vous voulez. Je réponds généralement à tout le monde. Très rapidement aussi. J'ai remarqué. Aussi. Écoutez, merci à vous tous d'avoir suivi cet épisode et je vous donne rendez-vous très prochainement avec un nouvel invité dans Mots de Psy. Merci beaucoup, Ralph. À bientôt. À bientôt. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode et j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à le partager autour de vous et à me le dire avec des étoiles sur votre plateforme d'écoute. Je vous remercie également par avance pour vos commentaires. Pour découvrir les actualités de ce podcast, je vous invite à vous y abonner et le suivre sur Instagram sous le nom de mo.2.psy. À très vite pour le prochain épisode.
Vous aspirez à avancer sur votre chemin de vie avec alignement, sérénité et légèreté, et vous choisissez de vous responsabiliser dans votre croissance personnelle, relationnelle et professionnelle. Vous voulez être accompagné pour intégrer ces concepts et pratiques? Alors vous pouvez me contacter sur Instagram ou sur mon site internet perinegaillard.psychologue.com.